Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du podcast d'Hockey sur demande sur les ondes d'Être Chemin Télé, édition du 9 février 2026, toujours en compagnie de mon bon ami et collègue Stéphane Grenier. Salut Stéphane, comment ça va? Salut mon Max, ça va bien toi? Écoute, ça va très bien, là, les Jeux olympiques qui arrivent à grands pas. On aura bientôt du hockey international et on peut peut-être se garder un petit peu une portion du podcast là, parce qu'il y a des blessures, là. Il y a la Suède qui a été vraiment là, affectée solidement. Il y a plusieurs joueurs, là, dont Leo Carlsson, la jeune sensation suédoise qui a raté le tournoi. Et là, on a annoncé quelques remplacements. Mais il y a le Canada aussi qui a des dossiers qui c'est incertain. Là. Des joueurs qui sont blessés et tout ça. Donc, on va en discuter, voir quels seraient nos choix si on devait remplacer les joueurs blessés en question. Mais ça, on va se garder ça vers la fin du podcast. Je veux qu'on parle aussi un peu tantôt. Hockey Québec a annoncé là, des changements en fait là, dans ces catégories là. Et toi qui baigne un peu dans pas qui baigne un peu mais qui baigne carrément dedans dans le creux du giron du hockey mineur et tout ça, donc je vais avoir ton point de vue là, par rapport à ça. Puis en plus tu me disais que tu allais avoir là, lorsque vous allez écouter cet épisode-là, tu vas avoir eu ta rencontre, là, mais apparemment que tu vas avoir une rencontre bientôt par rapport à ça là, pour discuter de tout ça. Donc, j'ai hâte de voir ta perspective par rapport à cette nouvelle-là. Mais avant, on va débuter ça avec une petite transaction mineure dans la LNH, mais qui implique un joueur québécois et un joueur de ton coin en plus de Valleyfield. Ben oui. Alors que Jérémy Poirier des Flames de Calgary a été échangé là, aux Stars de Dallas en retour d'un autre défenseur. Là. Je trouve ça un peu étrange comme transaction parce que justement, c'est défenseur pour défenseur, même âge en plus. Fait que tu sais, je comprenais un petit peu moins ce move-là là, du côté des Flames. Là, c'est le défenseur en question, là, c'est Gavin White là, qui fait le chemin inverse là, du côté de Calgary. Du côté de Jérémy Poirier, bon, ça avait été un choix de 3e ronde des Flames en 2020. Avait joué là, tout son hockey junior avec les Sea Dogs de Saint John, a eu une grosse saison là, à sa dernière année là, avec 57 points en 67 matchs. A eu une grosse première saison aussi dans la Ligue américaine avec 41 points en 69 matchs. Mais là, après ça, ça a baissé. Là, l'année d'après, je ne sais pas s'il y a eu une blessure probablement parce qu'il a seulement joué 23 matchs, a eu 13 points. Ensuite, a rebondi un peu avec 42 points en 71 matchs. Mais là, cette année, c'est assez difficile. Là. 35 matchs disputés, 1 but, 5 passes, 6 points, moins 18. Donc, c'est peut-être ça que du côté des Flames, on s'est dit, on va peut-être l'envoyer ailleurs, un changement d'air. Mais moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que malgré sa bonne première saison en 2022-2023 et sa bonne saison en 2024-2025, il n'a jamais eu l'opportunité de jouer dans la LNH avec une équipe qui n'avait pas tant de profondeur, une équipe qui est un peu qui se cherche un peu, qui va probablement aller en reconstruction. Donc, on n'a jamais osé l'essayer dans la LNH là, pour voir là, qu'est-ce qu'il pouvait donner. Mais toi, Stéphane, c'est un gars qui, comme j'ai dit, qui était de ton coin de Valleyfield. Donc, tu le connais un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur Jérémy Poirier? Écoute, Jérémy Poirier, c'est un défenseur qui a été quand même offensif dans la Ligue joueur majeur du Québec. Là. Sa première saison en 2019, tu ne l'as pas mentionné, mais il a marqué quand même 20 buts en 64 rencontres, 53 points. C'est un gars qui est robuste, c'est un gars qui utilise les bandes. C'est un gars qui est bon avec d'exploiter les jeux offensifs. C'est un gars qui va quand même être bon pour transporter la rondelle. Donc, tu sais, je pense qu'on avait besoin d'un nouvel air du côté de Jérémy Poirier. Je pense que du côté des Flames, on savait que c'était un avenir de reconstruction. Donc, à 23 ans, je pense qu'on voulait vraiment changer d'air, donner une deuxième chance du côté de la famille Poirier. Puis, tu sais, les Stars de Dallas, mais c'est une équipe quand même qui fait confiance aux Québécois. Évidemment, Maverick Bourque est là, donc c'est probablement quelque chose qui va l'aider. Il va jouer pour le Texas, là, évidemment, en Ligue américaine en attendant. Mais je pense qu'un nouvel air pour Jérémy Poirier va faire du bien. C'est un gars qui travaille tellement fort dans l'entre-saison. C'est pas le plus gros gabarit, là, 6 pieds 1, 190 livres, vous allez me dire. C'est pas un gars qui est capable facilement de mettre de la masse musculaire sur son corps, mais c'est un gars qui a pas peur d'aller dans le trafic. C'est un gars qui a pas peur de donner des mises en échec, donner des grosses mises en échec, puis d'aller défendre ses coéquipiers. Donc, j'ai hâte de voir. Je pense que ça va lui faire du bien, puis je lui souhaite bonne chance. Écoute, c'est pas une année facile avec les Wranglers présentement. Là. L'équipe des Wranglers, c'est une catastrophe cette année. Là, à part Dryden Hunt qui a des points, là, c'est vraiment difficile. Il faut oublier que Martin Vertraka est encore là aussi. Là. Donc, c'est une vieille équipe là, qui ne fonctionne pas présentement du côté de Calgary. Donc, comme l'organisation en haut, le bas va pas très bien. Là. Ça va faire du bien, je pense, au niveau de l'organisation.
Ouais, puis du côté des Flames, ils ont mis la main, comme j'ai dit, sur Gavin White, un défenseur de la même âge, là, 23 ans, plus petit, 6 pieds, 185 livres. Tu regardes ses stats, écoute, c'est jamais été un gars qui a mis des points. Il a gagné 2 championnats là, dans la OHL avec Hamilton et Peterborough. Mais après ça, dans la Ligue américaine, la première saison, 11 points en 49 matchs. Après ça, 11 points en 46 matchs. Et cette saison, 5 points en 23 matchs. Donc, clairement, un défenseur plus défensif, mais moins gros. Donc, comme ça, je te dis que c'est une transaction que je trouve un peu bizarre parce que je ne comprends pas qu'est-ce qu'on essaie d'aller chercher dans cette transaction-là du côté des Flames quand tu laisses aller un Jérémy Poirier que je pense humblement qu'il a peut-être un plus haut potentiel intéressant qu'un gars comme White. Mais écoute, il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas qui expliquent cette transaction-là. Donc, voilà, nouvelle chance là, du côté de Poirier. On va espérer pour lui que ça va fonctionner plus là, du côté de Dallas et slash Texas, là, évidemment, parce qu'il va probablement se rapporter dans la Ligue américaine pour commencer. Et on verra. Mais les Stars, ça va être quand même plus difficile à percer comme club. Hein. C'est une équipe qui est compétitive, donc pas moins d'espace pour les jeunes. Il y a ça qui me fait peur aussi du côté de Poirier, c'est que si on ne réussit pas à percer l'alignement des Flames, qui est un alignement assez pauvre, ouais. je ne sais pas comment on va faire pour percer celui des Stars, là, c'est une équipe quand même qui aspire aux grands honneurs cette année. Là. Pas sûr qu'il y a de la place pour lui en défensive. Là. Non, mais écoute, ça va être à eux autres de faire leur bout de chemin. Mais des fois, le changement d'air fait toujours du bien. Je pense que Jérémy Poirier, ça va lui faire du bien aussi. Sinon, je veux qu'on parle un peu, là, en fait, un peu que. Pas un peu, mais quand même beaucoup là, de ce changement-là du côté de Hockey Québec là, qui a annoncé ça là, la semaine dernière. Qui annonce une révision en fait de la classification de ces catégories. Je vais vous lire le communiqué au complet là, pour qu'on puisse toucher tous les points. Là. Et après ça, Stéphane, on va en discuter. Du côté de la Ligue, on a publié un communiqué qui mentionne que pour la saison 2026-2027, les divisions M18 et juniors seront réorganisées avec l'ajout de 2 nouvelles divisions, soit le M17 et le M19. Ce changement s'inscrit dans un projet pilote d'1 an qui concerne uniquement le hockey mix, double lettre et simple lettre. Ça ne concerne donc pas le 3A, l'élite et le hockey féminin et le M18 3A et le junior 3A. Il y a également la division M22 qui va permettre à tous les joueurs de 19 à 21 ans d'évoluer ensemble. Désormais, aucune restriction ne sera imposée quant au nombre maximal de joueurs de 21 ans par équipe. On mentionne que cette nouvelle classification-là s'inscrit dans une réflexion amorcée en 2023 à la suite des recommandations du rapport du Comité québécois sur le développement du hockey au Québec, ayant reçu l'aval de Hockey Canada et le résultat d'un processus de consultation comprenant des ateliers de travail et de nombreuses rencontres avec les organisations régionales. Le projet a été présenté aux membres lors de la dernière assemblée générale annuelle de Hockey Québec, tenue en novembre dernier. Ensuite, là, on commence avec les sous-titres. Là, il y a plein de paragraphes là, qu'on énumère dans le fond les changements. La nouvelle structure des divisions en hockey mix. Durant la saison 2026-2027, la classification en hockey mix simple et double lettre sera ainsi composée des divisions M7, M9, M11, M13, M15, M17, M19 et M22. Dans ce nouveau modèle, la division M17 va regrouper les joueurs de 15 et 16 ans, tandis que la division M19 va regrouper ceux-là de 17 et 18 ans. La nouvelle structure va permettre aussi, va mieux refléter la réalité scolaire des adolescents. Là, les joueurs qui sont au secondaire vont jouer ensemble. Les joueurs qui, eux, sont plus rendus au cégep vont se retrouver ensemble aussi dans la division M19. On dit que la séparation par groupe d'âge va favoriser la stabilité des équipes et le maintien des amitiés. Il est toutefois important de préciser que la classification continuera de reposer sur l'âge du 31 décembre, donc aucun changement de date n'est envisagé à ce niveau-là. Ensuite, on a des ajustements, ciblés pour la division M11. On dit qu'afin de faciliter la transition entre les divisions M9 et M11 et d'offrir aux jeunes de 9 et 10 ans un parcours mieux adapté à leur âge, le nombre de patineurs par équipe sera fixé entre 10 et 12, ce qui va permettre la formation d'un plus grand nombre de formations par région. Cette révision vise également à réduire le déplacement en favorisant le jeu à l'intérieur des régions. Toutes les classes actuellement offertes en M11, soit le AA, WB, A, B et C, vont demeurer en vigueur. Et ensuite, on mentionne qu'il y aura une meilleure cohérence pour les divisions M13 à M19. Pour les divisions M13, M15, M17 et M19, la révision et la classification visent à établir une distinction plus claire entre les joueurs d'âge secondaire et ceux d'âge collégial. Cette approche permettra de soutenir la rétention des joueurs de 15 ans en leur offrant la possibilité de poursuivre leur parcours avec leurs amis dans un calibre adapté,
tout en favorisant le développement des joueurs de 17 ans dans des environnements plus compétitifs. La classe 2B sera retirée dans les divisions M13 à M19. Le AA demeurera le principal niveau compétitif. Nous constatons une multiplication des classes et souhaitons ainsi rationaliser la structure et réduire les distances de déplacement. Les divisions M13 et M15 offriront désormais les classes AA, A, B et C, alors que les divisions M17 et M19 vont proposer des classes AA, A et B. Ensuite, la division M22, elle va viser à offrir aux joueurs de 19 à 21 ans la possibilité de prolonger leur parcours de hockey mineur tout en favorisant une meilleure uniformisation du nombre d'équipes junior B dans les régions. Cette nouvelle division va permettre une planification régionale plus cohérente et mieux équilibrée. Un tableau de classification sera mis en vigueur pour uniformiser le nombre d'équipes de junior B d'une région à l'autre. Les classes actuellement en vigueur en M22 demeureront inchangées et aucune restriction ne sera imposée quant au nombre maximal de joueurs de 21 ans là, par équipe. Ensuite, on parle d'une meilleure planification pour les camps d'entraînement. Le nombre de joueurs servant à établir le nombre d'équipes par classe sera déterminé chaque année en janvier. L'objectif est de faciliter la planification des camps d'entraînement ainsi que le déroulement du début de la saison pour que le début de saison soit plus harmonieux. La rencontre pour la saison prochaine a déjà été tenue avec chacune des organisations régionales de la fédération. Aucune reclassification ne sera possible pour la classe 2A, tandis que les classes A, B et C pourront quant à elles faire l'objet d'une reclassification. Et on termine avec des objectifs plus clairs pour les régions et les équipes. Dans cette nouvelle classification, le nombre d'équipes à former sera déterminé en fonction du nombre de joueurs régionaux afin de refléter la réalité de chaque région. Hockey Québec vise à renforcer l'équité entre les régions, de même qu'à l'intérieur d'une région, tout en réduisant les distances parcourues par les équipes au cours d'une saison. La nouvelle structure tient également compte, oui, de la réalité du réseau du sport étudiant du Québec, donc le RSEQ. Dans les différents secteurs régionaux et favorise la création de ligues régionales stables regroupant, lorsqu'applicable, un minimum de 4 équipes par division, notamment dans les régions éloignées. Cette démarche vise aussi à offrir un parcours plus stable et mieux structuré aux joueurs de M11 à M19, tout en améliorant la planification régionale liée à la classification des équipes double lettres. Par cette démarche, Hockey Québec réaffirme sa volonté de vouloir faire évoluer ses structures afin de mieux répondre aux réalités du terrain et d'assurer un développement cohérent, équitable et durable du hockey mineur partout au Québec. Donc voilà pour le communiqué. Quand même, des changements intéressants. Toi, Stéphane, qui baigne là-dedans, c'est quoi tes commentaires par rapport à ça? Écoute, je trouve ça bien parce que dans les 3-4 dernières années, quand on a commencé vraiment à voir le RSEQ qui a augmenté au Québec avec les équipes D1, D2, D3, on se demandait comment on va faire avec les équipes, on va dire civiles, avec les associations de hockey mineur et le RSEQ qui est scolaire. On va pouvoir regrouper les équipes ensemble. On sait que quand on joue D1, D2, D3, on ne peut pas jouer au niveau des associations, mais reste que, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on vient. Puis tu sais, Travis, mon garçon, va baigner là-dedans. Il est M15 cette année, va tomber M17 l'année prochaine. Et je trouve qu'on vient juste améliorer un petit peu le cheminement. Souvent, là, on sait, là, puis Max, tu en as vu des joueurs, là, M18, on finit le stage midget. Si on ne joue pas junior, 2A, 3A ou même simple lettre, puis à ça, il faut oublier que le A, junior A, c'est le 3A, junior B, c'est le 2A, puis junior C, c'est le normal, puis il y a junior D à cette heure aussi qui est le A ou le B. Mais avant, beaucoup de joueurs tombaient au cégep, tombaient au début de l'université, puis on arrêtait de jouer au hockey. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de réseau vraiment scolaire au cégep. Il n'y a pas beaucoup de collèges ou de cégep qui ont des équipes compétitives où ce que les gens vont au cégep et vont pour le hockey. Mais là, on regroupe en faisant ça le M17 avec les 16-17 ans. On garde le secondaire et on tombe après ça pas dans le professionnel, mais dans l'adulte qui est le M18, M19 pour, dans le fond, ceux qui ont 18-19 ans ont joué M19. Et moi, je trouve que ça donne une continuité un petit peu plus grande aux joueurs qui vont pouvoir se rendre jusqu'à M21 ou M22 pour jouer jusqu'à cet âge-là, qui est universitaire dans ce temps-là. Donc, on enlève un petit peu aussi l'aspect du plus vieux joueur versus le jeune joueur. Donc, le joueur de 16 ans qui arrivait dans le midget, M18, et qui le finissant qui était troisième année à 18 ans, mais on n'avait pas la même carrure, même poids, même affaire. Là, on regroupe vraiment les joueurs ensemble. Puis moi, je pense que c'est une belle avenue. Le seul bémol que j'ai, c'est les temps de glace. Donc, évidemment, 10 plus de catégories, plus de temps de glace, plus d'équipes, plus d'entraîneurs. On n'est déjà pas une grosse pépinière dans le hockey mineur, dans le simple lettre pour les coachs. C'est beaucoup de parents qui donnent du temps bénévolement, mais c'est pas toutes les associations qui ont des bons coachs.
Et là, il va falloir encore plus demander aux villes, avoir plus d'infrastructures, je pense, si les équipes grossissent. Moi, je pense sérieusement que les écoles qui vont avoir du compétitif dans le D1, D2, D3 vont rester, mais que les jeunes M17, M19 qui finissent le secondaire, qui vont finir le cégep, vont avoir plus de chances de jouer, donc ils vont venir jouer plus. Et moi, je pense que ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de joueurs d'inscrits au niveau des âges de 15 à 19 ans. Donc, j'ai hâte de voir, moi, dans les prochains mois, évidemment, avec l'association de Valleyfield, on va le voir, mais avec les autres associations, j'ai hâte de voir s'il va y avoir une recrudescence d'abonnement ou d'enregistrement des joueurs pour jouer M17, M19. Mais moi, je trouve que c'est une belle étape qui s'en vient pour permettre aux jeunes de finir plus tard. Souvent, on le sait, là, il y a beaucoup de carrières qui se finissent vers 16-17 ans. Les jeunes arrêtent, puis peu importe si on joue double lettre ou simple lettre, ça ne change rien. Les jeunes arrêtent, sont rendus à travailler, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas jouer compétitif, ou ils n'ont pas le temps, ou peu importe c'est quoi. Puis en plus, ils ne veulent pas jouer contre des gars plus forts. Il faut oublier qu'à 15-16 ans, il y a encore des jeunes joueurs qui sont petits versus d'autres. Donc, moi, je pense qu'en regroupant les M17 et M19, c'est une très, très belle addition aux associations du hockey mineur. C'est sûr que moi, du coup, pas la grosse nouvelle, moi, ce qui retient le plus mon attention, c'est effectivement la catégorie M22 qui permet justement de poursuivre. Parce que, tu sais, comme tu l'as mentionné, combien de joueurs qui arrêtent de jouer à 16-17 ans parce qu'après ça, ils n'ont plus vraiment d'options ou les options qui sont là sont plus ou moins intéressantes parce que justement, la parité des catégories ne semble pas être optimale. Là, on ajoute, on sont plus rapprochés des catégories, ce qui fait en sorte que on dirait que tu as vraiment un échelon plus constant versus que là, tu gravis les échelons, puis à un moment donné, whoop, là, la coche est plus haute parce qu'il n'y a rien un peu pour balancer entre les deux. Fait que je trouve que les ajouts de M17, M19, M22, mettons, là, ces trois catégories-là, ça permet de mieux séparer ça, puis que qu'il n'y ait pas une grosse marche tant que ça à monter entre chaque catégorie. Puis tu sais, j'aime le fait qu'on priorise le fait que les jeunes à cet âge-là, ces catégories-là qu'on mentionne, c'est pas nécessairement l'élite qui est là-dedans, évidemment que ça touche, ça, c'est plus vraiment le joueur plus récréatif, entre guillemets. Puis tu sais, qu'est-ce que tu veux faire quand tu joues au hockey à ton adolescence? Tu veux jouer avec tes amis, tu veux jouer avec tes chums, c'est ça que tu aimes ça le plus. Puis je trouve ça bien qu'on met un peu l'accent là-dessus parce que c'est ça, l'adolescence. Tu veux faire tes activités avec tes chums, tu veux jouer avec tes amis, ça ne te tente pas de jouer avec du monde que tu connais plus ou moins. Fait que je trouve que la nouvelle restructuration de ces catégories-là, justement, permet de justement suivre tes amis tout au long de ton parcours, puis de pouvoir même jouer toute ta carrière d'hockeyeur au niveau mineur, du moins. Que tu puisses passer justement toutes ces années-là avec tes amis. Ouais, puis tu sais, avant, on avait un règlement pour la série, la division M21, qui était d'avoir un maximum de joueurs de 21 ans. On n'avait pas le droit d'avoir un certain. Là, on va pouvoir tous avoir les joueurs de 21 ans. Donc, tu sais, c'est vraiment pour apporter pour que les gars finissent leur carrière plus tard, même si c'est compétitif ou non. Moi, je pense que c'est une super belle avenue. Honnêtement, c'est une belle décision de Hockey Québec. Reste à voir comment ça va fonctionner puis les règlements, comment ça va être. Mais moi, je pense que en enlevant les restrictions de 21 ans, tu vas vraiment t'amuser dans la M22. Là, ça va vraiment être le fun, honnêtement. Mais là, Stéphane, je vais te poser une question. Là, je te pose une question là, du gars qui baigne dans le hockey mineur et tout ça. Parce que, tu sais, ça, c'est beau. Je veux dire, c'est le fun, ces ajouts-là. Pour le hockeyeur plus récréatif qui. Ben, là, tu sais, tu as sûrement des rencontres, puis tu as sûrement baigné un peu là-dedans, mais. Parce que, tu sais, le dossier qu'on a hâte de voir tout le monde au Québec, là, honnêtement, là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre hockey élite. Parce que là, on regarde les Jeux olympiques, on regarde le championnat mondial. Il n'y a jamais de Québécois. Les Québécois sont ignorés. Le talent, on l'a vu là, dernièrement, le meilleur pointeur québécois dans la LNH, c'était Anthony Manta. C'est rien contre Anthony Manta, mais c'est pas un joueur élite. C'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur élite. Fait qu'on n'en a pas de joueurs élite, en fait, dans la LNH au niveau québécois. On a des bons joueurs, mais on a vraiment perdu beaucoup de plumes. Mais là, avec qu'est-ce que tu vois, puis qu'est-ce que tu entends, puis à quoi tu assistes, est-ce qu'on commence à avoir un peu des plans pour justement l'élite? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce dossier-là? Ou si c'est encore flou, puis qu'on ne semble pas vraiment avoir réglé pas réglé la question parce que ça ne se réglera pas en un claquement de doigts, mais est-ce qu'on commence à avoir des pistes de solutions ou bien on est encore dans le néant à ce niveau-là pour le hockey élite? C'est sûr qu'il va regrouper les 200 meilleurs joueurs M15, M13 puis M18, M17 qui vont être présentement. Je ne sais pas si ça va changer de quoi dans l'affaire, mais l'élite ne change pas. Donc, la M18 va rester dans le 2A ou le 3A. Même chose pour la M21 qui est le junior. Moi, je pense qu'on va séparer un petit peu les offres comme ça, mais on veut apporter une nouvelle stabilité. 200 joueurs vont être mis sous un club
faites par Hockey Québec, non par des décideurs de région. C'est vraiment un CA qui va être décidé à l'extérieur. Moi, je pense qu'on peut peut-être voir. La grosse bémol qu'on a, puis quand je parle aux élites dans les associations, c'est que les joueurs n'osent pas assez souvent un contre l'autre, puis c'est trop difficile avec le voyagement. Il y a trop d'affaires. Donc, ça coûte trop cher aux parents. Tu sais, il y a des parents qui ça va leur coûter jusqu'à 15, 18, 20 000 par année pour jouer dans le 2A ou dans le 3A. C'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, c'est l'élite. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu vas aux États-Unis, c'est la même chose. Les universités qui sont élites ou les collèges sont élites, ça leur coûte 20 ou 30 000 par année, de toute façon, pour être dans les collèges. Donc, ça revient à la même affaire. C'est juste que notre structure de hockey est faite, malheureusement, que les très, très, très joueurs très dominants ne sont pas avec des joueurs qui ont le même calibre qu'eux autres. Il y a trop de disparités envers les régions. Et là, de regrouper ces 200 joueurs-là qui sont choisis, visualisés, vus, il ne faut pas oublier que Lifebarn à Star, que chaque association presque au Québec, là, qu'on peut visionner tous les matchs toute la journée. Donc, c'est sûr qu'il y a du scouting qui se fait, il y a des affaires qui se font. Il y a de plus en plus aussi de places où ils vont faire des genres de scouting, là, des showcases qu'on appelle. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a de plus en plus au Québec. Donc, il y a des joueurs qu'on tente d'aller chercher les choses, mais évidemment, ça va être difficile. Je pense pas voir dans les 2-3 prochaines années ce qui va se passer. Tu sais, j'en ai des joueurs qui sont. On parle toujours en année, 2016, 2017, 2015 dans notre région qui sont très, très performants. Il reste à voir qu'est-ce qu'on peut faire après pour les développer. Puis ça reste une question de développement. Je pense qu'on n'a pas assez d'entraîneurs certifiés qui sont très bons. Je pense qu'on a trop d'œufs vers les fameux écoles de hockey, anciens pros qui se trouvent une clinique, anciens ci, anciens ça. Il n'y a pas assez d'anciens pros qui viennent mettre du temps dans les équipes, peut-être Pee-Wee, Atom 2A, Pee-Wee 2A, Bantam 2A, ça commence tranquillement, puis Budget, évidemment, il y en a de plus en plus parce que les gars sont proches, mais je pense qu'on n'a pas assez d'entraîneurs qui font ça pour passion versus carrière. Puis si tu regardes, la plupart des gens qui vont faire le junior majeur, ils veulent gagner. Pourquoi? Parce que s'ils perdent, mais il ne montrera pas d'échelon au niveau du coaching, tu comprends-tu? Donc, on est encore trop dans le fameux « je veux gagner absolument pour que ça aille bien » versus le développement. Je pense qu'il faut changer notre approche vers le développement, que ce soit 2A, que ce soit 3A, ça ne change rien. Ça reste développement. Pour moi, développement s'arrête quand tu es rendu dans le junior ou dans la Ligue nationale. Puis encore là, tu en as encore ce développement à faire. Donc, si on change notre avenue d'approche, puis on change notre façon de voir les choses, avec des équipes d'entraîneurs qui sont plus là, puis oui, vous allez me dire, mais on a lequel les payer. Ça coûte extrêmement cher rouler une association de hockey mineur. C'est difficile pour nous autres. Même le scolaire a de la misère, malgré qu'eux autres, ils peuvent les payer avec les commissions scolaires. C'est différent. Ils peuvent l'engager comme une espèce de prof sportif. Donc, c'est sûr qu'ils ont pas mal plus de budget. Là. D'ailleurs, vos impôts s'en vont là-dedans, versus l'association, que c'est pas vos impôts qui vont là-dedans. Donc, il y a un combat, je pense, qui se fait dans la fonctionnalité qu'on veut faire. Je pense que des grands pas qui vont s'en donner les prochaines années. Je pense qu'on lance des perches un bord puis d'autres pour trouver des solutions. Mais ça reste qu'il faut de l'implication envers des personnes qui sont vraiment certifiées. Ça va prendre du bénévolat au début, c'est sûr et certain. Mais je pense que ça prend la bonne volonté. Si on veut vraiment que le Québec se démarque au niveau du talent, il va falloir que des acteurs principaux viennent donner la rescousse sans penser à leur fond de poche, malheureusement. Peux-tu, honnêtement, je t'écoute parler, puis j'ai comme l'impression que, pas qu'on verra pas la lumière au bout du tunnel, mais j'ai comme l'impression qu'on a beaucoup de pensées magiques, puis qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer, parce que il y a deux choses qui manquent, puis que j'ai l'impression qu'on n'aura jamais assez pour pouvoir permettre de débloquer ça. Un, l'argent. On dirait que l'argent, c'est un problème dans tout, malheureusement. Ouais. Parce qu'évidemment, tu te mentionnes, les coachs, ça prendrait des coachs qu'on paierait vraiment, puis excusez pour le micro, qu'on paierait, puis qu'ils soient vraiment temps plein, puis qu'ils se concentrent vraiment là-dessus, puis ça n'arrivera pas. Puis le manque de ressources aussi au niveau d'entraîneurs, je veux dire, tu mentionnes, ça prendrait plus d'entraîneurs, mais tu sais, 3/4 du temps, les entraîneurs, c'est des parents, c'est pas des coachs qui sont vraiment certifiés et tout ça. Fait que moi, j'ai l'impression que tant que ça ne changera pas, tant que ce ne sera pas vraiment des coachs. Puis, je serais curieux de voir aussi en Ontario, dans l'Ouest canadien, comment c'est formulé. Parce que je veux dire, il y a sûrement quelque chose que là-bas font mieux. Est-ce qu'eux, ils ont des entraîneurs payés? Est-ce qu'ils ont des entraîneurs vraiment certifiés? Pourquoi que eux, là-bas, ça fonctionne? Puis ici, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a plus de cash là-bas? Y a-t-il plus d'entraîneurs? Que ce soit en Ontario ou dans l'Ouest canadien, pourquoi que ça fonctionne plus là-bas, mais qu'ici, on n'est pas capable de développer? Puis pourtant, le modèle ne doit pas être si
différent que ça. Là, je veux C'est dire, privé. ça... Première des choses, c'est privé. Ils n'ont pas de système public vraiment à l'extérieur du Canada, à l'extérieur du Québec. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on les dépenses fiscales ou les dépenses sont faites avec le gouvernement versus là-bas. Mais exemple, je m'appelle Stéphane Grenier, j'ai joué dans le show pendant 15 saisons. Je décide d'aller entraîner une école secondaire dans le 3A, mais je vais être payé pour ça. C'est le privé, les parents vont payer pour ça. Donc, la communauté, la façon qu'on pense, c'est différent versus les anglophones et les francophones. Puis regarde juste au Québec, les high school ou les fameuses places qui sont anglophones, souvent ont plus de sous parce que les parents payent plus. Il y a plus un système de communauté avec les anglophones, malheureusement, puis c'est plate de dire ça, mais c'est comme ça. Puis moi, je le vois dans l'ouest de l'île, les écoles secondaires qui sont privées, exemple, le Collège Bourget, ils ont du D1 avec les vôtres. C'est une institution privée. Les gens payent pour aller là. Ça coûte un 7, 8, 9, 10 000 par année. Je ne sais pas comment ça coûte. Mais ces gens-là vont engager des coachs d'expérience. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'effet monétaire du privé de le faire. Donc, on se tire un petit peu dans le pied avec le public, mais c'est comme ça. Il faut trouver une manière d'accrocher ces gens-là puis de le faire. Puis, tu sais, avec l'école secondaire à mon fils, il y a des bons coachs qui sont là. Il y a des gens d'expérience, des gars qui ont joué dans le 2A, dans le 3A, dans les différentes catégories, dans le D1. Mais c'est des joueurs, des jeunes qui viennent porter attention. Ils viennent faire ça par passion. Mais ces jeunes-là ne pourront pas faire ça toute leur vie. Là. À 25, 26, 27 ans, c'est correct. Mais à 32, 33, 34, ça te prend un travail. T'sais, fait qu'à moins que tu aies prof dans la commission scolaire ou que tu aies prof d'éducation physique puis tu fasses les deux, tant mieux. Mais c'est du temps donné. Mais les gros accros qu'on n'a pas, les joueurs qui veulent redonner, on n'en a pas tant que ça. Tu sais, Burroughs l'a fait avec qui? Avec Rigaud, avec les vôtres. Là, il est rendu ailleurs parce que son gars est rendu ailleurs. C'est un élite, tu comprends-tu? Mais ces gens-là, on n'est pas capable de les garder en place. Puis c'est pas juste le cash, c'est le vouloir, c'est la structure, la façon qu'on fonctionne. Le niveau scolaire est bien bon, mais si on veut aller à un autre niveau au niveau du Québec, il va falloir penser en dehors de la boîte. Et ça, c'est difficile. On n'est pas une communauté qui pense en dehors de la boîte. On aime nos petites pantoufles, on ne veut pas aller trop loin. Puis je parle pas de politique ici, là. Je parle juste de la façon qu'on est. On n'est pas un pays qui aime ça brasser beaucoup d'aller vers l'extérieur de la boîte. Ça fait en sorte que notre province a de la difficulté là-dedans. Mais moi, je pense, puis je dis encore, les gens de l'Ontario puis les gens de l'Ouest canadien, les acteurs principaux restent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des systèmes privés. Donc, ils sont payés pour le faire. Puis tu sais, un athlète national qui a fait 15, 20, 30 millions, on ne le fait pas pour le cash, mais si tu lui donnes 10 000 par année, 15 000 par année, ça va être un peu plus facile que de dire, ben, voudrais-tu nous aider gratis ou on pourrait te nommer genre, je sais pas trop quoi, archevin de l'école secondaire, tu sais. À un moment donné, il y a quelque chose qu'il faut falloir faire pour les associations puis pour le hockey mineur. Puis moi, je pense que ça passe par un tout. Il faudrait aussi que certaines personnes, différentes personnes s'assisent dans une table puis qu'on discute, pas juste les ceux qui sont en haut. Il faut penser aussi ce que les gens disent. Puis ce que j'aime dans notre association avec mon président puis mes vice-présidents, c'est ça, c'est que chaque petite chose qu'on se dit va dans nos meetings puis on essaie de discuter puis de trouver des solutions. Puis je pense que si tout le monde fait ça, on va aller de l'avant. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est la même chose pour les infrastructures. On n'a pas d'infrastructures. Il nous en manque au Québec. C'est pas compliqué. Il en manque partout. Puis, soit qu'ils sont mal entretenus, soit qu'ils sont plus entretenus, soit qu'ils n'ont pas l'argent pour l'entretenir, soit que c'est des vieux shacks, soit que c'est des. Puis tu arrives à des places que c'est flambant neuf. Tu sais, Châteauguay, ils ont investi dans le hockey mineur. Ils ont une aréna 2 glaces qui est impeccable avec un restaurant, tout le kit est là, mais ça, avec 3 glaces, mais ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est rendu une place centrique. Tu regardes le cas secondaire, c'est du D1. Après ça, ils ont les Grenadiers 3A dans le midget. Puis ça grossit comme ça. Donc, il faut investir en tant que ville, en tant que société dans le sport. Puis encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on aime faire, malheureusement. On est bon les artistes, on est bon avec les petits shows puis les petits festivals, mais quand c'est le temps de mettre de l'argent dans le sport, c'est pas notre tasse de thé. Puis malheureusement, ça nous fait mal, plus qu'on le pense au niveau des athlètes professionnels. Je sais pas si c'est moi qui est mal fait, là. Puis, tu sais, je lance pas la pierre à personne, là. Ben, peut-être un petit peu par la bande, là, mais écoute, tu comprends ce que je veux dire, là. Mais tu sais, exemple, là, je m'appelle Patrice Bergeron. J'ai pris ma retraite, j'ai fait mes millions. Je comprends pas que ces joueurs-là ne donnent pas de leur temps, justement, à leur communauté et à leur patelin pour aider, justement, leur hockey mineur. Tu sais, peut-être que ça les intéresse pas, peut-être qu'ils ont assez donné, puis tout ça, je peux parfaitement comprendre. Mais tu sais, on parle de bénévoles, de gens qui font ça plus par passion que par argent.
les anciens joueurs de la LNH sont où? Je veux dire, ils font quoi? Il y en a plein, tu sais, t'en vois dans les médias que ça charge justement par rapport à ça. Mais vous faites quoi? Je veux dire, est-ce que vous contribuez dans votre coin? Est-ce que vous faites votre part aussi? Parce que c'est un peu vous autres qui pourrez justement relancer ça. Tu sais, je veux dire, votre argent est fait clairement, vous ne seriez pas là pour l'argent. Si vous avez vraiment à cœur le succès des Québécois dans la LNH puis dans les niveaux supérieurs, ben donnez de votre temps. Je veux dire, qu'est-ce que vous faites de votre retraite de toute façon à part aller jouer au golf? Est-ce que avez-vous le temps un petit peu pour. Je pense que les gars le font, mais dans leur région. Tu sais, Patrice Bergeron, depuis 2023, pour sa retraite, coach des équipes il appelle ça les youth teams. Là. Puis on va le programme Assist for Kids là-bas, mais c'est à Boston. Comprends-tu? Ouais. Les gars ne reviennent pas au Québec. Puis je les comprends, malheureusement, le niveau fiscal, niveau. Puis tu sais, là, chez moi, Trump, puis Carney, puis whatever, on se fout de la politique, on parle pas de politique. Là, mais si t'as passé les 15 années de ta vie professionnelle dans une ville qui s'appelle Boston, tu prends ta retraite, ta famille est là, ta femme est là, tes enfants vont à l'école, tu vas rester là. C'est pas tout le monde qui repart puis vient au Québec. Puis tu sais, il y en a qui vont le faire, puis bravo, tu sais, puis les David Savard qui le fait, puis ils donnent beaucoup de temps à David Savard, je suis sûr, dans la région où ski. Mais souvent, c'est des régions obscures. T'as pas un gars qui va arriver à Montréal puis dire parfait, moi je m'occupe des équipes dans le 2A de Montréal, c'est trop gros, c'est métropolitain, c'est trop gros. Tandis que tu regardes aux États-Unis, mais ils sont 7-8 gars à s'occuper de tout le hockey à Boston. Comprends-tu? Fait que tu sais, c'est pas la même chose, c'est pas le même système. Encore une fois, comme je te dis, c'est du privé, ça coûte des sous. Puis tu sais, à un moment donné, l'élite, c'est un peu le message que le président avait d'Hockey Québec, c'est que l'élite, malheureusement, c'est l'élite. Donc, ça coûte des sous parce qu'il y a plus d'entraînement, il y a plus de choses. Mais en tant que société, pour descendre les coûts, il faut investir dans le sport. Puis, je vais juste faire un parallèle vraiment, vraiment aucun rapport avec le hockey. Combien de fois vous entendez un athlète professionnel ou un athlète olympique dire on ne fait pas d'argent pendant 4 ans, c'est juste des subventions, des commanditaires, on ne peut pas faire d'argent. Mais ça, c'est un problème. Il faut que tu aies une médaille d'or au bout de la ligne pour faire ton argent. Donc, ces gars-là ou ces filles-là travaillent des heures et des heures pendant 2, 3, 4 ans pour se préparer aux Jeux olympiques pour faire peut-être un peu de sous, mais ça prend des commanditaires. Puis au Québec, on a des grands commanditaires comme Tim Hortons, comme plein de commanditaires qui vont faire pour le Canadien de Montréal, c'est une équipe professionnelle, pour les Alouettes, pour des affaires comme ça. Mais c'est quand que tu entends, à part le métro de ta ville, commanditer 10 000 par année à ton association de hockey mineur ou à l'école pour une bannière, c'est ça qui nous manque. C'est l'esprit de communauté sportive au Québec est très désuète depuis 30 ans. Et on le voit au hockey professionnel, mais on le voit dans d'autres sports aussi. Là. Oui, ça pousse, mais regardez les gros athlètes qui sortent universitaires. Football, basketball, tennis, des affaires comme ça, c'est tous des réseaux universitaires, c'est tous des réseaux scolaires. Après ça, des entraîneurs achetés, payés, qui vont fournir les équipements après ça, puis ils vont fournir l'entraînement. Donc, il ne faut pas oublier que ça prend des athlètes. Pour des athlètes, il faut que tu te fasses entraîner par des athlètes aussi. Et c'est ce qu'on n'a pas dans le hockey présentement depuis, je te dirais, au moins 25 ans. Ben écoute, ce sera un dossier à suivre. Là, au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir des changements plus sur le volet récréatif, là, avec ce qu'on vient d'annoncer, là, les catégories. J'imagine que on va effectuer des changements éventuellement aussi pour. On a déjà, comme tu as dit, les 200 joueurs regroupés là, au niveau de l'élite, c'est déjà un pas en avant. Là, on regroupe au moins les joueurs élites ensemble. Reste à voir maintenant s'il va y avoir des résultats par rapport à ça. Mais écoute, c'est le début de plusieurs changements, j'imagine. Là, on va essayer de remodeler un peu cette façon de faire et de trouver des moyens de justement produire le plus de joueurs possible là, dans des catégories supérieures. On va voir là, si ça va fonctionner. Sinon, Stéphane, je vais te parler un petit peu d'un événement que j'ai pu assister ce week-end en tant que descripteur, alors que c'était la toute première classique hivernale de l'histoire du hockey junior 3A qui avait lieu là, au parc Pierre Dalcourt du côté dans la région de Joliette. Et c'était un match qui opposait justement les Prédateurs de Joliette face à l'Everest de la Côte-du-Sud. C'était une victoire là, quand même convaincante de la part des Prédateurs par la marque de 7-2. Mais honnêtement, c'était un bel événement. Là, pour vrai, la belle température. C'était avec un beau petit soleil. La foule qui est au rendez-vous aussi. Tout le monde semblait de bonne humeur là-bas. Tu te promenais là, sur le site, puis tout le monde était content, était fier en fait de pouvoir présenter cet événement-là. Puis nous, d'avoir eu l'occasion de décrire le match en plus, c'était vraiment
plaisant. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on ne veut pas s'arrêter là du côté du commissaire là, Kevin Fixby. Là. Lui qui aimerait ça accueillir, là, entre autres, là, le championnat canadien. Là. C'est le championnat, je pense que c'est le centenaire, le tournoi qui s'appelle. Là. Je vais retrouver le nom. Là. C'est la Centennial Cup là, qu'on appelle en fait, là, qu'on regroupe les meilleures équipes là, juniors au Canada, mais pas la junior majeure évidemment, mais la coche en dessous. Là. Mais on veut essayer d'accueillir cet événement-là au Québec éventuellement. Donc, je ne sais pas si on va réussir à faire ça. On a accueilli le championnat mondial junior A aussi là, cette année là, au Québec également. Il y a eu des matchs à Trois-Rivières, entre autres. Donc, on veut essayer là, de pousser de plus en plus là, à ce niveau-là, d'accueillir des événements. Et j'espère que c'était la première d'une lignée, en fait, de classique hivernal, là, parce que l'événement semble avoir eu quand même du succès, là, si je me fie à la foule là, qui était présente. Et le commissaire semblait également satisfait lorsqu'on lui a parlé également en entrevue là, durant la rencontre. Donc, félicitations aux Prédateurs pour l'organisation. Félicitations, en fait, aux deux équipes aussi d'avoir contribué là, au succès de cette classique-là. Yes. Et on va souhaiter que que l'expérience va se répéter. En tout cas, du moins, les Prédateurs ont lancé le défi à l'Everest de faire un petit match revanche l'année prochaine. Là. Je ne sais pas si ça va se produire, là, si on va vraiment prendre les deux mêmes équipes. Là. Mais somme toute, là, ça a été vraiment un très bel événement. À la fin, il commençait à faire froid, mais quand même, ça a valu la peine là, de participer là, à l'événement là, de la classique hivernale du Junior 3A. Puis toi, Stéphane, allez-vous faire une petite classique hivernale à un moment donné du côté de Valleyfield, là, une petite classique hivernale? Ça serait le fun pour vrai. Puis honnêtement, avec ce que le maire fait de plus en plus, là, on pourrait probablement faire ça. Ça pourrait être une bonne idée. Je pense que je vais l'amener. Ça pourrait être une pas pire classique. Ça pourrait être le fun. De faire ça avec les Braves 3A là, dans le Junior 3A, ça pourrait être une façon de le faire puis de mettre les Braves là. Pourquoi je parle avec le propriétaire Scotto? Peut-être qu'il aimerait ça. Mais pourquoi pas? Ça serait une belle place, je pense. Puis, tu sais, auriez-vous un site quelque part du côté de Valleyfield? Oui, facilement, on pourrait faire ça. Oui, en masse. Parc Marcel, à la limite, dans la baie, ça serait incroyable. Là, on aurait la baie avec tout le système des régates qui est là pour les estrades puis tout. Là, honnêtement, ça serait faisable probablement ça. Parce que tu sais, vous pourriez faire un peu comme c'est Trois-Rivières qui avaient fait ça. Cette année, là, la lignée des matchs extérieurs là, qu'il y avait la LHJMQ, la Ligue nord-américaine et tout ça, vous pourriez faire de quoi de similaire, qu'il y avait plusieurs catégories, des M11, des M13, des M15 là, qui jouent. Là. Après ça, comme tu dis, vous pouvez amener là, les Valleyfield là, au niveau des Braves. Il n'y a pas un club senior aussi du côté de Valleyfield, senior 3A? National, senior 3A, oui. OK, il pourrait y avoir aussi un match. Là, non, on souligne l'idée, là, mais si quelqu'un de Valleyfield nous écoute sur la plateforme des aides-chemins, ça serait peut-être une idée qui serait envisageable. Je vais te laisser faire du chemin avec ça, avec ton comité, là, mais ça serait quand même bien. Ça serait solide. Sinon, Steph, Jeux olympiques, ça s'en vient dans quelques instants, dans quelques semaines, en fait très bientôt, là, lorsque vous allez écouter le podcast. Là. Mais là, il y a des incertitudes là, au niveau de l'équipe canadienne. Braden Point, est-ce qu'il va être là? Est-ce que Chiarelli va être là? Il y a quand même des joueurs qui se blessent un petit peu. On a parlé de la Suède tantôt, que, écoute, c'est épouvantable, là, les joueurs suédois qui ont tombé au combat. On va commencer par le Canada. Et là, on discutait un petit peu là, avant qu'on commence le podcast, là, qui on verrait remplacer ces joueurs-là si, de façon hypothétique, ces joueurs-là ne seraient pas prêts pour amorcer les Jeux olympiques. Mettons qu'on prend pour acquis, pas pour acquis, mais mettons qu'on pour le plaisir du jeu. Mettons que Cirelli et Point seraient déclarés inaptes à jouer aux Jeux olympiques. Ce serait qui tes remplaçants de ton côté? Il y a eu des joueurs qui ont été snobés. Là. Il y a des Sam Bennett, il y a des Mark Scheifele. Il y a Connor Bedard aussi qui ne l'a pas fait, si je ne me trompe pas. Ou il a-tu fait? Il a-tu remplacé quelqu'un? Je ne me souviens plus si... il y a quand même pas mal de joueurs qui ont été ignorés. Donc, ce serait qui tes deux choix de ton côté si tu avais à remplacer ces deux joueurs-là qui ne sont pas sûrs de faire le tournoi? Si tu remplaces joueur pour joueur, moi je pense que Scheifele mérite d'être là. Je pense que malgré que c'est le mal-aimé du Canada, on dirait, là, mais c'est un gars qui mérite d'être là. Puis Wyatt Johnson serait une autre option. Oui, Sam Bennett peut faire la job aussi comme troisième. Puis je pense que Sam Bennett a eu la confirmation aussi de toute façon qu'il était sur la liste de reprises là, si jamais il y avait des joueurs blessés. Mais Sam Bennett, ça serait un bon candidat. Je pense que tu as vraiment 3 bons candidats là-dessus. Mais mettons que Brandon Point, niveau de talent, je pense que Wyatt Johnson serait peut-être le meilleur remplaçant de Brandon Point. Puis au niveau de Chiarelli, qui était un peu plus un joueur de profondeur, mais là, tu pourrais avoir du punch offensif, un joueur de centre en plus en Scheifele, un joueur gros gabarit capable de brasser un petit peu.
ou un Sam Bennett là, qui va venir faire un peu la job de bras là, comme qu'il fait avec les Panthers. Moi, de mon côté, si je devais remplacer ces joueurs-là, mettons qu'on parle rôle pour rôle, exemple, Braden Point, bon, on s'entend que ça va être un joueur qui va plus être peut-être deuxième trio dans ces eaux-là. Moi, j'aimerais voir Connor Bedard, honnêtement, avec l'équipe canadienne. Oui. D'avoir Crosby, d'avoir Celebrini, d'avoir McDavid et Bedard pour vrai, puis McKinnon aussi. J'aimerais vraiment ça, avoir un gars comme Connor Bedard, un gars de talent, un gars qui peut... tu sais, on l'a vu au championnat mondial de hockey junior, son fameux but contre la Slovaquie en prolongation. C'est un gars qui répond présent dans les grands moments. C'est un match qui était coup-ci, coup-ça du côté du Canada, puis Bedard qui te sort le jeu du tournoi pratiquement là, avec sa feinte et la façon qu'il a déculotté le gardien. C'est un genre de, si vous me permettez l'expression anglaise, c'est un genre de game breaker qui serait intéressant d'avoir du côté du Canada. J'ai rien contre Johnston, mais pour vrai, je préférais plus Bedard parce qu'il a l'expérience justement au niveau international aussi. Il a joué dans ces gros moments-là. Aussi, là. Au niveau junior, évidemment, mais c'est quand même sensiblement pareil. Là. C'est un tournoi international pareil. Sinon, pour Chiarelli, là, je suis d'accord aussi avec le choix de Sam Bennett. Je pense que Sam Bennett, écoute, c'est un joueur qui, selon moi, aurait dû être là. Lorsqu'on a dévoilé l'alignement de départ, là, je pense que c'est un gars qui est parfait pour un quatrième trio, justement, un gars qui va jouer la carte de robustesse, mais sans trop dépasser les limites, là, contrairement à un certain Wilson qu'on a amené là, du côté de l'équipe Canada, qui pourrait te coûter un tournoi à cause d'un geste un peu douteux. Là. Mais tu sais, Sam Bennett, c'est moins dans ces eaux-là, mais il peut être aussi dérangeant, capable d'amener une touche offensive aussi là, si on en a besoin également. Là, peut jouer dans tous les rôles, là, en fait. Pour Chiarelli, ça serait vraiment un remplaçant intéressant. Puis là, je me sens mal parce que même moi, je tasse Mark Scheifele, puis je ne sais pas pourquoi, Stéphane, je pourrais dire. Qu'on tasse Mark Scheifele. C'est-tu une question de rôle qu'il n'y a pas de chaise pour lui à ce niveau-là? Parce que c'est un joueur offensif, là. Il a quand même une soixantaine de points. Bon, tu te souviens, qu'est-ce qu'elle a fait à Jake Evans en série? Après ça, elle a fait une annonce de véhicule qu'il fallait regarder les yeux dans les airs. C'est un personnage aussi. Il y a eu le scandale aussi dans la chambre là, avec les joueurs des Jets que ça allait pas bien. Moi, je pense juste qu'il y a un mauvais nom. Là, tu vas me dire, ouais, mais Tom Wilson, il est pire. Effectivement, Tom Wilson est pire. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, je sais pas. Je pense que Scheifele mérite peut-être pas tout le mérite qu'il lui reporte. C'est probablement une question d'attitude, malheureusement. Et pourtant, il aurait tant à sa place, Scheifele. Honnêtement, écoute, c'est un gars, comme j'ai dit tantôt, il y a une soixantaine de points depuis le début de la saison, capable de jouer quand même aussi dans quelques rôles. C'est pas juste un joueur pleinement offensif, mais qui ne se soucie pas de sa défensive. Là. C'est un joueur qui peut jouer quand même 200 pieds. Je sais pas, honnêtement. Moi, c'est juste que Point pourrait être remplacé par Scheifele aussi, honnêtement. Ouais. C'est juste que du côté de Bedard, c'est plus une préférence personnelle. Là. Mais tu me dirais que Scheifele remplacerait Point. Je te dirais, ben oui, ça fait du sens. C'est pas un mauvais choix. C'est un gars qui serait pleinement à sa place là, dans ce rôle-là. Mais je priorise la jeunesse. Et je préfère la jeunesse, honnêtement. Hey, si tu regardes des gars comme Celebrini qui vont faire déjà cette équipe-là, j'ai très hâte de le voir, lui, avec la formation canadienne. Honnêtement, la saison dominante. Je checkais ça hier, là. C'était épouvantable du côté des Sharks. Celebrini a 79 points quand j'ai regardé la dernière fois. Ouais. Le deuxième meilleur pointeur des Sharks en avait 38. Il y a le double des points du gars qui est au deuxième rang. Là, je sais qu'on dévie un petit peu, là, mais... Il y a 2 à soir encore, là. Puis il y en a 2 encore à soir. 28e but, puis 53e passe. C'est épouvantable. Il est rendu à 80 points, le gars. C'est épouvantable. Mais là, la question que je te pose, Stéphane, puis là, je sais qu'on dévie un petit peu, mais écoute, on a un petit peu de temps, là, on va en discuter. Là. Ouais. Mais vrai ou faux, si les Sharks font les séries, Celebrini, il n'a pas le choix d'être le joueur, le MVP de la saison, le trophée Hart. Il n'y a pas le choix. Là. Il va dans les candidats, c'est sûr, certains, dans le top 3. Là, il va-tu le gagner sur autre affaire, mais... Non, tu comprends pas. Il va le gagner. Là. Ouais, écoute, je sais pas quoi dire. Là. Avec National, on sait jamais que les trophées, c'est toujours de la dompe, anyway. Fait que... mais, je veux dire, il n'y a pas un trophée qui a du sens à chaque année, là, à part peut-être le meilleur buteur puis celui qui fait le plus de points. Mais évidemment, lui, ce qui m'impressionne de Celebrini, c'est que j'ai hâte de voir dans les prochaines années. Puis on l'établit déjà comme un prochain Crosby.
J'ai vraiment hâte d'avoir s'il peut l'aider cette équipe-là à gagner une Coupe Stanley rapidement. On sait que les Sharks ont passé proche pendant des années avec les Thornton de ce monde puis tout, mais les Marlowe puis tout, mais là, on est vraiment dans une nouvelle ère du côté des Sharks. Puis j'aime aussi l'apport de Will Smith qui commence à bien faire. On est bien entouré aussi avec Toffoli. Donc, les Sharks vont être bons pour longtemps, honnêtement. Puis je le souhaite pour Celebrini. Ça va être tout un joueur de hockey. La raison pour laquelle je mentionne qu'il n'y a pas le choix de le gagner, c'est qu'écoute, t'enlèves Celebrini, les Sharks foncent dans le mur, puis c'est une autre saison. Mike Greer passe pour un génie, mais c'est un très bon choix de repêchage. Il a tanké au bon moment, mettons. Oh oui, oui, effectivement, il a choisi le bon moment pour tanker, parce qu'écoute, c'est toute une prise. Le gars a quoi, 20 ans? 21 ans? Il est déjà rendu à 80 points. Imagine, à 25, 26 ans, ça va être. Avec des meilleurs joueurs avec lui, parce qu'il y a des Michael Misa qui vont arriver. Il y a d'autres joueurs aussi qui vont s'amuser. Will Smith va être meilleur, Eklund va être meilleur, etc. Les Sharks, pour vrai, vont faire peur dans 3, 4, 5 ans. Puis s'il peut avoir un gardien de but de premier plan, ça va vraiment faire... ça va être... Si Askarov peut devenir le gardien qu'on nous a... pas qu'on nous a promis, mais qu'on croyait qu'elle allait devenir à son année de repêchage, que c'était le prochain gardien élite, s'il peut devenir ça, là, t'as ton gardien de but, t'as Sam Dickinson à la ligne bleue qui s'en vient aussi. T'as aussi, c'est qui ont ramassé? Il me semble qu'il y avait un autre défenseur aussi qui ont ramassé qui va être bon là, dans les prochaines années. En tout cas, bref, ils ont une banque d'espoir assez hallucinante. Puis les joueurs n'ont pas tout monté. Là. Il reste des Quentin Musty qui va bien également dans la Ligue américaine. Misa qui est dans la Ligue américaine de mémoire, je pense, où il est remonté. Là. Je pense qu'il avait juste été un conditionnement puis il est remonté. Mais tu sais, encore très jeune, c'est sa première saison, il a 18-19 ans. Quand lui va prendre du galon aussi, non, il y a Chernyshov aussi qui va très bien. Là, je pense qu'il est rendu en bas, par contre, dans la Ligue américaine, mais dans quelqu'un a été monté dans la Ligue nationale, a vraiment fait des belles choses. Donc, pour vrai, on parle beaucoup du Canadien que ça va bien la reconstruction. Les Hawks, que c'est quand même bien aussi. Mais les Sharks, honnêtement, ça sent bien aussi. Et si je suis les Flyers, je suis déçu parce qu'on est loin d'être là. On n'a pas fait ces choix-là. Bichkov qui déçoit. Après ça, on fait des choix douteux comme Luchenko et l'autre qui ont choisi l'année passée, que je me souviens même plus du nom, là, parce que c'est épouvantable les choix qu'ils ont fait. Là. Avec partir des Flyers, pour vrai, je serais triste. Ça va être une longue construction, puis on pensait que ça pourrait se faire rapidement, mais on voit que les Sharks ont bougé les bonnes tiges. Là. On tiré sur les bonnes tiges. Steph, c'est l'heure de parler de nos équipes locales. Locales! Et le Kraken, Stéphane. On se rappelle, la dernière fois, on avait perdu 4-1 contre Saint-Malachie. Ben, je sais pas, d'après moi, il y a un message qui s'est passé dans le vestiaire où on l'a vraiment pris de travers parce que la pauvre formation de Beaumont qui s'est fait dévisser 9-0 par nos amis le Kraken. Grosse victoire pour le Kraken. Et lorsqu'on regarde les statistiques, il y a des joueurs qui ont vraiment bien fait. Là. Anthony Blouin, 3 buts, 1 passe, 4 points. Notre cher joueur qu'on mentionne à chaque podcast, Stéphane, Christopher Mendez. OK, on va jouer un jeu. Combien de points, selon toi, Christopher Mendez a fait? Over, under, 2.5. Je sais pas, man. Au-dessus ou en dessous de 2.5, selon toi? Au-dessus. Ben écoute, t'as une bonne réponse. 3 points dans cette victoire, 3 passes pour Christopher Mendez. Et il y a quelques joueurs qui ont récolté 2 points. Là, Jonathan Bussière, Maxime Blouin, Benjamin Rodrigue, Steven Taylor. Notre cher ami Eric Pouliot aussi 2 passes là, dans la victoire. Gabriel Côté, un but, une passe. Donc honnêtement, la grosse victoire d'équipe. Et c'est Samuel Brousseau qui était devant le filet et qui n'a pas cédé à aucune fois. En fait, il a accordé aucun but là, dans la victoire. Donc, grâce à cette victoire-là du côté du Kraken, évidemment, on solidifie notre place là, au classement. Et là, Stéphane, on est officiellement premier et tout seul parce que la semaine passée, on était premier, mais à égalité avec une autre équipe. Là, on est vraiment tout seul au premier rang avec 37 points. Buckland qui est au deuxième rang avec 36. Et évidemment, cette grosse victoire-là a fait monter le différentiel à plus 33 pour le Kraken. 70 buts marqués contre 37 accordés seulement. Pour vrai, le Kraken, pour une première saison, c'est assez époustouflant là, ce qu'ils sont en train de faire. Là.
Disons qu'ils vont rentrer en série par la porte d'en avant. Je pense qu'ils vont avoir le momentum, là, honnêtement, de leur côté, lorsqu'ils vont rentrer en série, s'ils poursuivent de la sorte. Prochain match qui aura lieu le 6 février prochain. Donc, lorsque vous écoutez le podcast, ça va être déjà passé. On va en parler la semaine suivante, mais on va croiser le fer avec la formation de Saint-Lazare, qui, eux, sont au 5e rang avec 8 victoires, 7 défaites, une en bris d'égalité et 32 points. On a quand même un différentiel de plus 20 du côté de Saint-Lazare. C'est le deuxième plus haut. Là. On a 59 buts marqués, mais seulement 39 d'accordés. Donc, on est au 2e rang pour les buts. Plutôt 3e rang parce que figure-toi donc que le Kraken n'est pas l'équipe qui a accordé le moins de buts, mais c'est bel et bien Sainte-Claire avec 35. On a le Kraken ensuite à 37 et au 3e rang. Oh, même pas, je viens de voir Lévis. Lévis ont seulement 31 buts d'accordés. Oh, c'est pas quand beaucoup, même. Ça. Quand même, non, en 16 matchs, là, c'est vraiment pas beaucoup. Non. Mais on n'en marque pas beaucoup, c'est ça le problème. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas plus haut. On est au 6e rang là, au classement. Là. Mais bref, tout ça pour dire que du côté de Saint-Lazare, on a accordé seulement 39 buts quand même. On a un différentiel de plus 20 qui est le 2e meilleur là, à travers la Ligue. Donc, ça va être quand même un bon défi là, pour le Kraken. Match qui va avoir lieu, comme j'ai dit, là, le 6 février à compter de 19h30 à l'Arena régionale J.E. Métivier. Malheureusement, si ça va bien pour le Kraken, ça va moins bien pour les Hunters de Saint-Prosper qui, eux, se sont inclinés là, par la marque de 9-2 là, du côté de Montmagny. Ça n'a pas été facile vraiment pour nos amis les Hunters. Les 2 buts là, qui ont été inscrits là, du côté de Saint-Prosper par Nicolas Lamontagne. En fait, c'est lui qui a les 2 buts. Jacob Roy-Lalonde, Brian Lemieux et Justin Bélanger qui ont 1 point chacun dans la défaite. On a les 2 gardiens qui ont vu de l'action dans ce match-là. Bobby Poulain qui a disputé 37 minutes, a accordé 7 buts sur 23 lancés plutôt. Et le gardien auxiliaire qui est Jordan Poulain, lui qui a accordé 2 buts là, sur 8 lancés. Et si je ne me trompe pas, du côté des Hunters, c'était le dernier match, je crois, de la saison régulière. En effet, parce que là, il n'y a pas d'autres matchs là, à l'affiche là, qui s'en viennent. En fait, non, on joue le 6. On joue le 6 février là, contre Saint-Joseph, donc c'est pas le dernier finalement. Rivalité Beauceronne, Saint-Prosper, Saint-Joseph, c'est tout des matchs là, intéressants. Là, je dis Beauceronne. Évidemment, Saint-Prosper, c'est plus cette chemin, là, évidemment, là, mais c'est quand même des matchs qui. C'est pas contre cette équipe-là que le dernier match ça avait été assez riche en minutes de pénalité. J'ai hâte de voir si ce sera le cas là, encore une fois. Ça va être du côté de Saint-Prosper cette fois-ci. Le match qui va être à compter de 20h30. Sinon, pour terminer, on avait 2 matchs là, du côté du club hockey Custom Performance. Et là, en disant ça, ma page qui refuse de collaborer, donc on va essayer de retrouver ça. On a séparé les honneurs, en fait, là, lors du dernier week-end. Alors qu'on a... tout d'abord, on avait quand même bien débuté là, la fin de semaine. On avait gagné face à la formation attendez un petit peu, là, j'essaie de... Parce que ma page, pour une raison que j'ignore, comme décidé qu'elle changeait de place. Là. Et on jouait vendredi contre le Canam de Saint-Gédéon. Et ça a été une victoire de 5-3 contre le Canam. Donc, on avait quand même bien débuté ça là, la fin de semaine. Et c'est Alexandre Vachon qui a été nommé le joueur du match là, à l'interne là, du côté de l'équipe. Et on fait de mention honorable également à Nathan Morin qui a bien joué dans ce match-là. Ensuite, on jouait contre le Garaga de Saint-Georges. Et là, cette fois-ci, dans ce match-là, on était quand même décimé par quelques blessures. Donc, c'était quand même pas évident. Mais le Custom qui a réussi quand même à être compétitif là, contre le Garaga de Saint-Georges, ben, ça s'est terminé par une défaite là, de 7-6 dans cette rencontre-là. Quand même, c'est à dire 6-7. Ouais, mais là, c'est le contraire. Là, c'était 7-6. Je sais pas si tu fais le move à l'envers. Si mes enfants m'ont pas entendu, ça aurait pu finir dans la maison. J'ai jamais compris d'ailleurs cette vague-là du 6-7. Mais... c'est à cause d'un joueur de basket qui mesure 6 et 7. C'est juste ça. That's it. Et c'est il scorait des points et il faisait ça de même 6-7, 6-7. Time out. Tu es en train de me dire qu'un joueur de basket de 6 et 7 qui a juste fait ce move-là est maintenant rendu viral sur le web. Prédateur depuis trop longtemps. Effectivement. C'est fou à quel point que des fois, tu essaies de faire des trucs vraiment nichés, vraiment bien travaillés, puis il n'y a personne qui s'en occupe.
mais tu fais un petit move de même, puis là, pouf, tu deviens viral sur la toile. C'est hallucinant, le web. On va le dire ça comme ça, c'est hallucinant, le web. Sinon, comme j'ai dit, là, ça a été une défaite là, de 6-5. Mention honorable à Alex Vachon et Félix Audette qui ont été les joueurs qui se sont illustrés le plus là, au cours de cette rencontre-là. Prochain match qui aura lieu le 7 février, alors qu'on reçoit le SVC de Beauceville, le match qui aura lieu le samedi à compter de 19h. Donc, venez encourager le Custom Performance du côté de l'Arena Simon Nollet. Donc, allez faire un petit tour si vous n'avez pas vraiment de plan pour cette fin de semaine-là. Quoique c'est la fin de semaine Super Bowl, mais c'est le dimanche, ça, Super Bowl. Donc, on va pas... D'ailleurs, Steph, il nous reste 2 minutes là, à peu près. Là. Je sais que c'est pas dans le cadre du podcast, mais... Let's go! Non, je peux pas te poser la question, malheureusement, parce que je viens de penser à ça. Ça va être diffusé après le Super Bowl. Donc, j'allais te demander, ça va être quoi ta prédiction? Mais là, je veux pas te mettre le spotlight et que tu passes pour un non-génie si t'as pas la bonne prédiction. Fait que c'est pas grave. Je te mettrai pas sur le spotlight là-dessus. Mais ça a été le fun de voir tes impressions, toi qui aimes beaucoup de football, là, mais c'est ça le danger d'enregistrer en différé. Je peux pas prendre pour les passes. Tandis là. C'était clair comme commentaire. Écoute, Stéphane, sinon, c'est ce qui met fin à ce podcast de hockey sur demande, édition Etchemin Télé. Encore une fois, oui. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez vous abonner également à la chaîne YouTube d'Etchemin Télé. On essaie de grossir ça. C'est plus que le podcast. Il y a plein de trucs aussi sur la chaîne. Il y a Stéphane Lévesque qui fait des nouvelles aussi. Là. Entre autres, il y a des shows également que vous pouvez voir pour les amateurs de country. Il y en a aussi là-dessus. Donc, allez faire un petit tour là-dessus. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous du podcast de Hockey sur demande. Et écoute, Steph, on va arriver dans les Jeux olympiques, donc je sais pas, on pourrait faire un petit quelque chose par rapport à ça. On va possiblement baigner en plein dedans là, lors de l'édition du 16, donc on va peut-être se préparer un petit quelque chose par rapport à ça, que ce soit des souvenirs, de la nostalgie et tout ça. On verra bien. Mais en attendant, encore une fois, merci de votre support et on se dit à la semaine prochaine pour une autre édition. Bonne semaine de hockey. À plus. Et tout le monde, bonne semaine.